Professeur Pissonda, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Nous allons discuter, vous et moi, à la faveur de la publication en 2018 de cet ouvrage extrêmement important, un mandat au Sénat, l'expérience d'une transition des amphis à l'hémicycle. La discussion aura trois principaux points. Le premier sur la trajectoire que vous-même avez évoquée, est-elle normale ou paradoxale? Votre expérience en tant que grand théoricien qui devient praticien, les leçons que vous en avez tirées, et finalement une petite évaluation du travail parlementaire pendant cette séquence historique de 5 ans. Voilà les trois principales articulations de notre discussion. Et à la fin, je pourrais avoir une dernière question sur, finalement, en termes de rétrospective, quelle est votre lecture sur l'utilité du Sénat? Est-ce que cela vous convient? Il n'y a pas de problème. Merci. Merci infiniment, professeur. 1978, c'est la date de votre recrutement à la fonction publique et 2013, la date de votre prise de fonction au Sénat. Il se sera donc écoulé 35 ans entre ce recrutement à la fonction publique et ce passage au Sénat. Est-ce une trajectoire normale ou un itinéraire paradoxal, pour emprunter vos propres termes? Bon, disons que c'est un itinéraire singulier. Je le dis parce que, évidemment, c'est l'itinéraire d'une personne bien identifiable qui, après sa thèse de troisième cycle en 1977, a été recrutée dans l'enseignement supérieur en 1978 et a franchi toutes les étapes d'un enseignement supérieur normal, franchissant tous les grades et qui en même temps, n'est-ce pas, a ajouté à l'expérience proprement d'enseignement une expérience administrative puisque j'ai été impliqué déjà comme chef de service des années 81 à l'enseignement supérieur, vice-doyen, secrétaire général de ministère, deux ministères au moins, avant de devenir membre du gouvernement. C'est donc un itinéraire singulier. Bon, on ne peut pas dire normal, on ne peut pas dire paradoxal, on dit simplement singulier parce que c'est l'itinéraire d'une personne qui, au cours de cet itinéraire-là, a capitalisé, n'est-ce pas, à chaque niveau des étapes franchies. Donc, ce n'est pas, pour répondre clairement, ce n'est pas ni paradoxal, ni normal, parce que si c'était normal, ce serait cela la norme, ce serait difficile quand même de l'appliquer à tout le monde. Si c'est paradoxal, ce serait ennuyeux dans la mesure où, alors qu'on ne s'y attendait pas, voilà ce qu'il a pu faire, mais on s'attend à quoi? Puisque l'avenir est toujours ouvert à la singularité de la personne. Merci infiniment, professeur. Vous êtes l'un des plus éminents philosophes de notre contexte. La bibliothèque dans laquelle nous nous situons est remplie de vos productions scientifiques. Elles sont nombreuses. Et avec une telle expérience des théoriciens qui quittent les amphis finalement pour l'hémicycle, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer d'un tel parcours que vous-même avez qualifié de singulier? Est-ce que le grand philosophe s'est retrouvé en contradiction ou en difficulté dans la pratique de la gestion de la chose publique? Je ne parlerai pas de contradiction. Je vais parler tout simplement à la fois de réinitiation aux parlementaires. Pas de réinitialisation? Non, de réinitiation. Parce que j'ai été initié à la pratique de l'enseignement, me voilà initié de nouveau à une nouvelle pratique, la pratique parlementaire. Par conséquent, bon, moi je dis, il n'y a pas de conflit, il y a tout simplement à complémentariser les choses. Alors, complémentariser, cela signifie que déjà, comme enseignant, j'ai pu me déployer en termes de recherche, en termes de production scientifique, en termes de cours d'administration des leçons. Je me suis déployé dans des
domaines, des volets divers de la réflexion philosophique. Par exemple, le volet histoire de la philosophie. J'avoue déjà que l'impression que j'ai pu avoir, c'est qu'on ne passe plus le temps à revenir à la fois aux fondamentaux thématiques et à l'histoire à partir de ceux qui ont précisément lancé la problématique philosophique. Il y en a qui peuvent finir jusqu'en master, en thèse, sans avoir lu un véritable auteur en entier. Mais le gars, il est là, il a déjà le master, il a la maîtrise. Il devient même docteur sans avoir lu La République en entier, sans avoir pu lire Hobbes, le Léviathan, sans avoir pu lire Marx, la critique de l'économie politique. Encore qu'il y ait un ostracisme par rapport à certains auteurs que beaucoup bannissent, par rapport à certains courants que certains enseignants occultent. Donc, il y a, à partir d'un ostracisme intellectuel, on n'arrive pas à élargir à la fois l'essentiel des fondamentaux et l'importante production qui permet que nous, prenant le relais, on puisse se projeter. Et donc, bon, j'avoue, l'histoire de la philosophie, bon, je me suis déployé aussi, j'ai étudié Marx, j'ai étudié, n'est-ce pas, j'ai étudié Habermas, j'ai étudié Spinoza, et donc j'ai même fait le mémoire de maîtrise en 1974 sur Platon. Hein? Principes éducatifs et insertion politique dans la réflexion, dans la République de Platon. C'était ça le titre du mémoire. Donc, l'histoire de la philosophie, philosophie politique, c'est absolument important. Éthique, parce que finalement, l'essence de l'homme, c'est d'être un sujet de valeur qui est valeur et qui déploie, n'est-ce pas, les valeurs, les fixe. Parce que tout n'est pas que de constater le réel, il y a quelque chose plutôt que rien. Mais c'est rien, comment le gérer? Et comment le gérer sans fixer et déterminer des valeurs en fonction desquelles cette gestion peut être menée. Mais menée, c'est au profit de l'homme qui est lui-même valeur. Donc, je me suis, ce volet-là, c'est un volet important qui débouche aussi sur le volet politique, dans la mesure où le sujet vit bien quelque part. À un moment donné, spatio-temporalité oblige. Alors, vivant ce quelque part, à un moment donné, il faut bien qu'il marque et qu'il organise la socialité de telle manière que sa propre réalisation soit au rendez-vous. Et donc, tous ces volets-là, j'ai essayé de les prendre en charge dans la réflexion, ce qui a pu donc me former de telle manière que lorsque j'arrive, n'est-ce pas, au Sénat, il y a déjà tout ce background, tout cet intérêt de la philosophie dans l'ensemble de ces volets, et notamment le volet le plus actuel de savoir qu'est-ce que l'homme. Encore que c'est la première question, et qui reste. On ne peut même pas encore dire qu'on a trouvé la réponse définitive à qu'est-ce que l'homme. Puisque on voyait bien avec Kant, bon, les trois questions habituelles que nous retrouvons dans sa trilogie, n'est-ce pas? C'est que m'est-il, enfin, que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Mais la quatrième question que tout le monde oublie, c'est qu'est-ce que l'homme? Or, précisément, c'est la question qui maintenant innerve toutes les réflexions philosophiques. Et je crois l'avoir dit tout à l'heure, si on ne définit pas l'homme déjà comme valeur, qui se pose comme tel, qui est dans son essence même ce que je pourrais appeler ontodunatologie, c'est-à-dire une puissance de création de son propre être. Hein? Si on ne réfléchit pas et ne redonnons pas à l'homme cette puissance de se créer lui-même,
cette possibilité aussi de, j'ai failli dire, téléologiser, c'est-à-dire de finaliser, n'est-ce pas, ce parcours dans l'histoire. Si on ne lui redonne pas ça, on n'a pas affaire à l'homme. On a affaire au mieux à un sous-homme. Ou alors, carrément, à un non-homme. Et précisément, qu'est-ce que l'homme? Je vous disais tout à l'heure que c'est la question qui revient même dans le transhumanisme, la mort de la mort, l'homme 2.0, hein, et tout cela. Mais vous voyez très bien que c'est toujours la question de l'homme. Quel homme voulons-nous créer? Mais d'abord, quel homme voulons-nous être? Je pensais que l'homme que nous sommes devait être essentiellement liberté, rationalité, n'est-ce pas, éthicité. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que la rationalité, dans son versant instrumentaliste, a pris en otage toutes les autres valeurs et se pose comme valeur absolue, définissant l'homme. Au point où nous, on a des problèmes dans notre civilisation ou dans nos civilisations, où on dit, bon, mais nous sommes essentiellement irrationnels, il y a le mythe, la magie, la sorcellerie, l'irrationalité. C'est de l'inhumanité pour certains. Mais, paradoxalement, le retour du refoulé irrationaliste est en marche dans les sociétés occidentales, où on voit crier, ou par méthode compensatoire, autant de reflux du religieux, autant de reflux du magique, autant de reflux, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait appeler l'irrationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le rationnel? Qu'est-ce que l'irrationnel? Voilà des thématiques auxquelles je me suis intéressé. Et bon, il y a même eu des débats chez nous, enfin, un philo, où tel n'est pas philosophe, il a parlé de la rationalité des phénomènes paranormaux. Donc, il n'est pas philosophe. Attention, hein, parce que justement, cette rationalité qui est fixiste, qui est finalement clôturée, cette rationalité n'accède pas à la complexité totale de la réalité. Et il y a donc des horizons de réalité auxquels cette rationalité n'accède pas. Et que ceux qui sont les tenants de cette rationalité pensent que cet horizon-là n'existe pas. Ne pas pouvoir le maîtriser ne signifie pas son inexistence. C'est l'incapacité précisément à maîtriser cet horizon-là qui fait que, bon, ben, ils disent que, bon, ben, mais si c'est la fatigue intellectuelle, c'est la fainéantise intellectuelle de laisser tout un pan de réalité comme ça, de ne pas s'interroger et alors de brocarder ceux qui veulent s'intéresser à ce volet-là. Vous voyez qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et je pense que même quelqu'un comme Edgar Morin, j'avais commencé à donner les cours dans le théoricien de la complexité. Ouais, voilà. Hein. Certains disent non, c'est même pas. Mais c'est lui qui éclaire de mieux en mieux la complexité de la réalité, qui n'est pas translucide, hein, qui n'est pas transparente. Et il y a toujours quelque chose à découvrir. Et justement, il est dynamique de penser à une rationalité plurielle que de penser à une rationalité instrumentaliste close dans le positivisme. Merci, professeur. Professeur, comment on se sent lorsqu'on est philosophe dans un hémicycle? Comment est-ce que la rationalité philosophique se féconde, accepte, coopère, collabore avec la rationalité politique? Ah, mais ça, c'est une question très dure. Je dirais que, premièrement, il y a ce que je pourrais appeler l'ouverture et la souplesse d'esprit que facilite la philosophie et la rationalité philosophique, c'est-à-dire la possibilité de l'ouverture à l'autre. Et donc, on se retrouve en plein hémicycle, non pas pour aller diffuser
et dispenser des vérités absolues, mais d'abord pour prendre acte de la complexité de la réalité sociale dans laquelle on se retrouve, de l'urgence dans laquelle cette complexité nous met, de faire émerger une légalité, une normativité telle que la vie en commun soit possible sans anicroche ou avec le moins possible d'anicroche, c'est-à-dire donc cela ne peut venir que de l'identification consensuelle des défis à relever, de la discussion sur les normes à faire émerger, de l'acceptation collective de ces normes et de la pratique effective de ces normes. Donc, tout est lié. Je ne me suis pas senti totalement hors jeu, mais j'aurais beaucoup appris, ne serait-ce que même méthodologiquement, par rapport au processus d'émergence des lois, par rapport au processus de discussion, n'est-ce pas, de ces lois, où finalement, ce qui doit toujours prévaloir, c'est cette consensualité. Parce que chacun arrive avec ses déterminants psychologiques, conceptuels. Il arrive en pensant que, n'est-ce pas, c'est la vérité qu'il déploie, qu'il va diffuser, mais ce n'est pas ça. Elle doit être mise en discussion. Et c'est de cette discussion qu'émerge la vérité. Donc, il n'y a pas de difficulté a priori. Mais effectivement, il peut y avoir quand même aussi, n'est-ce pas, la nécessité de l'adaptation. Il n'est pas facile, n'est-ce pas, de penser qu'il soit facile de sortir des sentiers battus de la normativité, des sentiers habituels, de la rationalité close. J'insiste sur close parce que, en fait, c'est la rationalité ouverte qui peut permettre, n'est-ce pas, une adaptation réussie, aussi bien du philosophe dans le législatif que, n'est-ce pas, dans la vie réelle. La vie réelle a ses paramètres. Il y a, n'est-ce pas, la primauté, n'est-ce pas, du réel, ce que Marx appelait la détermination des circonstances, qui finalement sont déterminées par l'homme, mais qui elle-même, enfin de l'homme lui-même qui est déterminé par des circonstances. Il y a là toute une dialectique. L'homme est déterminé et qui ne pense pas que même ses idées sortent, n'est-ce pas, du ciel absolu et déploient dans la vérité absolue. Non. Donc, les circonstances déterminent. L'homme détermine les circonstances. C'est à partir de cette interdétermination que finalement, il peut créer et avancer. Mais comme donc l'interdétermination des circonstances et de la subjectivité, c'est tout le monde qui est dans cette dialectique-là. Autant discuter pour voir comment est-ce que nous choisirons, n'est-ce pas, le meilleur créneau, après avoir pris en compte la primauté du réel. Le réel est là, on ne peut pas, n'est-ce pas, l'évacuer, le minimiser, ce serait de l'idéalisme. Ou penser qu'on va aller réaliser un réel autre sans prendre en compte, n'est-ce pas, les déterminations inhérentes à ce réel lui-même. Et ça, je crois que c'est... on obéit, enfin, on maîtrise d'ailleurs le réel qu'en lui obéissant. Hein. C'est en obéissant au réel, c'est-à-dire en dévoilant, n'est-ce pas, sa texture, en dévoilant ses déterminants, qu'on peut le mieux maîtriser cette... je crois que c'est Bacon qui disait cela, la réalité. Donc, je n'ai pas eu de problème particulier, ni même de convivialité, parce que ce sont peut-être les autres qui auraient pu dire, bon, voilà, le philosophe, il nous... Non, au contraire, qu'est-ce que tu nous apportes? Et le livre constitue bien une réponse, si vous voyez bien, tel que le livre est organisé, notamment vers la fin, où
je crois qu'il y a des questions qui sont posées. Qu'est-ce que ça vous a apporté? L'examen des 96 lois, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en quoi vous avez trouvé quelque chose de philosophiquement intéressant là-dedans? Je crois que pour un certain nombre de lois, n'est-ce pas, j'ai pu montrer notamment le versant éthique qu'on insufflait dans la rédaction de ces lois-là pour que ce soit adéquat avec, n'est-ce pas, ce que l'homme se donne à lui-même comme finalité. Justement, sur cette question éthique, professeur, je voulais vous poser une question. Vous donc, philosophe moral, philosophe politique, attaché aux règles justement éthiques, à la nécessité du consensus, du compromis dans la discussion, dans l'avènement de la normativité et peut-être même aussi dans le contrôle de l'action gouvernementale qui est aussi l'autre volet important du travail du Sénat. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est du groupe majoritaire politique qui a une certaine majorité obèse? Comment est-ce qu'on se sent lorsque l'opposition parlementaire est minoritaire dans la discussion? Et comment faire lorsqu'on est philosophe pour amener les autres à comprendre la nécessité d'accepter les propositions venant des groupes minoritaires? Bon, il y a deux syndromes qu'il faut éviter. Le syndrome de la vérité absolue détenue parce que c'est le volant majoritaire, ou alors le syndrome aussi de la vérité que l'on veut détruire absolument parce qu'on est dans la minorité. Parce qu'il y a des illusions. Le fait de ne pas être le fait d'être dans la majorité, ce n'est pas une état. Oui. En soi, ce n'est pas une état. Il y a quand même une idée sous-jacente, une idéologie à laquelle adhèrent ceux qui sont de la majorité. Et donc, il n'y a pas, il me semble, à les stigmatiser a priori, ou il n'y a pas à penser a priori que, n'est-ce pas, ils ne seront jamais ouverts à ce qui est, n'est-ce pas, nouveau, et que la possession absolue de la nouveauté n'appartient pas forcément, n'est-ce pas, à ceux qui ne sont pas de la majorité. Non, ça c'est un illusionnisme qu'il faudrait tempérer. Il faudrait tempérer cela. Maintenant, ce qui est nouveau et qui doit être insufflé, il faudrait en même temps que réalisme oblige, maîtrise des conditions et des déterminations du contexte oblige, on puisse ne pas mettre en danger l'équilibre de l'essentiel. Il faudrait qu'on puisse toujours viser à ce que le vivre ensemble harmonieux puisse prévaloir. Et donc, première chose, la discussion. Deuxième chose, faire en sorte que le consensus soit possible en dehors de tous les verrouillages a priori. Parce qu'il y en a, chacun des deux volets peut développer un verrouillage conceptuel et idéologique qui peut être dangereux pour l'harmonie de l'ensemble. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que, a priori, c'est mauvais parce que ça ne vient pas, n'est-ce pas, de la majorité. Je ne suis pas de ceux qui veulent absolument en écoute. Mais les thématiques sont telles que, en les prenant en charge, il y a l'aspect rationnel, il y a l'aspect existentiel. Il faut prendre en compte tout cela de telle manière que ce qui émerge puisse permettre le vivre mieux ou le vivre moins mal et dans la moindre conflictualité. Parce que c'est ça l'essentiel, la moindre conflictualité. Si on veut, n'est-ce pas, qu'il y ait équilibre social, et c'est cela l'essentiel à viser, c'est qu'il y ait la conflictualité la moindre possible entre les divers sujets de la même société. Et ensuite, qu'il y ait une
identification consensuelle du télos, c'est-à-dire de la finalité de l'action que nous voulons mettre en marche. Donc, je ne pouvais pas être en difficulté là. Au contraire, je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'étais pas ici depuis longtemps? Parce que c'est justement là où la matière, la réalité, ce que je peux donner comme thématique théorique au niveau de l'amphi, je donne les cours, les machins, je développe. Mais là, je suis en train de voir comment faire passer cela dans le concret. Et c'est tellement enrichissant. C'est tellement enrichissant. Merci infiniment, professeur, pour cet échange extrêmement riche et dense. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs de Wafrica TV à se procurer cet ouvrage fondamental du professeur Pius Ondoa, Un mandat au Sénat, l'expérience d'une transition des amphis à l'hémicycle, pour bien comprendre la mutation, l'environnement dans lequel peut se trouver un homme d'idées dans un environnement politique. Professeur, merci infiniment. Nous espérons que vous serez encore des nôtres bientôt pour discuter sur certains autres de vos ouvrages. Merci infiniment. Je crois que je suis tellement ravi dans la mesure où ça me permet, n'est-ce pas, d'offrir le peu réflexif que j'ai pu mettre en jeu à plus de personnes. Et donc, ça va susciter encore, et je le souhaite, la réflexion, la discussion, et pourquoi pas la recherche. Merci infiniment, professeur. Vous venez de nous donner à nous tous une leçon de modestie. Merci infiniment et à très bientôt. Ok, merci. Merci beaucoup.